Vous êtes médecin généraliste et un patient arrive dans votre cabinet. Voici Monsieur Dupont. Il a des douleurs musculaires, une forte fièvre, la toux sèche, le nez qui coule. Il a des frissons et il est fatigué. Mais qu'est-ce que Monsieur Dupont a? Alors, bonjour à tous. Alors voici Lucie Offray, Alexandra Claudin, Céline Michalak et Marina Claudin. J'imagine que plusieurs d'entre vous auront deviné ce qu'avait Monsieur Dupont. En effet, c'est la grippe. Comment aurait-il pu éviter cela? Grâce à la vaccination. Au cours de ce semestre, nous avons travaillé sur un article concernant la création d'un vaccin universel contre la grippe à l'aide d'une nanoparticule. Durant cette présentation, nous allons répondre à plusieurs questions. Alors, qu'est-ce que la grippe? Quel élément en est responsable? Qu'est-ce que la vaccination? Comment créer un vaccin universel contre la grippe? Et nous terminerons par une brève conclusion. Tout d'abord, qu'est-ce que la grippe? C'est une maladie infectieuse des voies respiratoires provoquée par un virus. Lorsque nous parlons de la grippe, nous pensons surtout à la grippe saisonnière qui a lieu pendant la période hivernale. Celle-ci provoque de 250 000 à 500 000 décès par an dans le monde, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Au virus de la grippe sont attachées deux protéines de surface qui sont l'hémagglutinine et la neuraminidase, car ce sont les protéines qui participent activement au mécanisme d'attaque du virus. Ce qui nous intéresse ici est l'hémagglutinine. Elle est composée d'une tête, qui constitue la partie mutante de l'hémagglutinine, et d'une tige, qui constitue la partie la plus stable. Et les mutations ayant lieu au niveau de la tête sont la cause de l'existence de différentes souches de ce virus. Il faut savoir que les symptômes de la grippe apparaissent pendant 3 à 7 jours, mais que l'on est contagieux à partir de 2 à 3 jours avant l'arrivée des symptômes et jusqu'à la guérison. Lors de la période de la grippe, tout le monde est exposé, mais seules certaines personnes l'attrapent. En effet, certains comportements permettent de limiter le développement de la maladie. Par exemple, courir après son bus, qui permet de faire de l'exercice, manger sainement et boire de l'eau. Mais pour être en forme, il faut aussi bien dormir. Malgré cela, nous pouvons quand même attraper la grippe et il faut alors limiter la transmission de la maladie aux personnes qui nous entourent. Pour cela, il faut se laver souvent les mains, utiliser un mouchoir jetable et porter un masque. Par contre, désolé, mais les free hugs, ce sera pour plus tard, quand vous ne serez plus malade. Une autre manière de se protéger contre la grippe est de se faire vacciner. Mais la vaccination ne dispense pas des autres moyens de prévention cités précédemment. Le principe de la vaccination peut être décomposé en plusieurs étapes. Tout d'abord, le virus va être inactivé ou fragmenté, ce qui va le rendre inoffensif. Ainsi, vous n'avez aucun risque de développer la maladie à cause du vaccin. Ce virus inoffensif va ensuite être injecté dans votre organisme. Celui-ci va le détecter et va activer vos défenses immunitaires. Cela va aboutir à la destruction du virus et à la formation de lymphocytes mémoire. Plus tard, lorsqu'un virus actif pénétrera dans votre organisme, il sera détecté par les lymphocytes mémoire et ceux-ci pourront agir rapidement pour le détruire. Ainsi, la maladie n'aura pas le temps de se développer et vous serez donc protégé contre la grippe. Actuellement, il existe un vaccin contre la grippe. Une campagne de vaccination est d'ailleurs réalisée chaque hiver, avant l'épidémie. On peut donc se demander pourquoi créer un nouveau vaccin s'il en existe déjà un. Parce que chaque année, le vaccin est créé à partir des 3 souches les plus circulantes au moment de sa création. Cependant, notre organisme reconnaît les têtes des protéines de surface. Celles-ci changent constamment, ce qui crée de nouvelles souches. Ainsi, le vaccin est obligé d'être renouvelé chaque année. C'est pourquoi des chercheurs ont émis l'hypothèse de créer un vaccin universel contre la grippe. Plusieurs équipes ont envisagé cette hypothèse, dont celle de M. Yassine, dont nous avons étudié l'article. Leur but était de créer un vaccin à partir de virus ne portant que les tiges stables des protéines de surface. Mais ils ont alors rencontré un problème, étant donné que les tiges des protéines de surface ne peuvent pas exister seules, c'est-à-dire sans la tête. En effet, ces tiges sont naturellement sous forme de trimères, c'est-à-dire que les molécules de tiges vont se regrouper par 3. Et en absence de la tête, il n'y a pas ce regroupement par 3. L'équipe de chercheurs a alors décidé de créer une tige synthétique, trimérisée, mimant la structure naturelle
de la tige des protéines. Ils sont pour cela partis d'une hémagglutinine 1, qui n'est pas représentée sur la diapo, à laquelle ils ont tout d'abord rajouté un lien qui leur permettra d'accrocher leur tige synthétique à la ferritine en fin de manipulation. Ils ont ensuite éliminé la tête de la protéine. Ils sont arrivés à leur deuxième génération de molécules, mais n'obtenant que peu de trimères, ils ont décidé de corriger le problème en continuant les modifications. Pour cela, ils ont ajouté un site de trimérisation pour inciter les molécules de tige à se regrouper par 3. Ils ont ensuite amélioré et puis finalement changé ce site de trimérisation et ils ont réalisé différentes modifications afin de stabiliser la structure de leur tige synthétique. Arrivés à la génération 6 de leur tige synthétique et obtenant 94% de trimérisation, ils ont décidé d'utiliser cette tige afin de créer leur vaccin. Pour cela, ils ont alors récupéré 8 tiges synthétiques qu'ils venaient de créer, qu'ils ont accrochées à une ferritine, qui est une protéine ne déclenchant pas de réaction immunitaire, à l'aide du lien qu'ils avaient ajouté en début de manipulation. Ils ont ainsi formé la nanoparticule, qui est le constituant majeur de leur vaccin et dont vous pouvez observer une maquette sur le bureau. Avant de vous parler des résultats des tests de vaccination des furets, je vais vous expliquer le protocole expérimental réalisé. Donc, premièrement, les furets ont été vaccinés avec différents vaccins, dont le vaccin placebo avec adjuvant mais sans nanoparticules, le vaccin nanoparticules réalisé par l'équipe de chercheurs de M. Yassine que Alexandra vient de vous présenter, un vaccin trivalent ne contenant pas de souche H5 mais 3 autres souches, et pour terminer, à chaque fois c'est un vaccin monovalent qui va être spécifique de la souche H5. Dans un second temps, les furets vaccinés vont être infectés avec une souche virale H5 létale. Et on va maintenant analyser le graphique qui représente le pourcentage de survie des furets vaccinés en fonction du temps. Dans un premier temps, on observe une mort certaine des furets avec le vaccin placebo contre 100% de survie avec le vaccin monovalent. Donc ces résultats sont logiques et constituent nos résultats témoins. Dans un second temps, on observe 30% de survie avec le vaccin trivalent et 70% de survie avec le vaccin nanoparticules. Donc ces résultats sont très encourageants. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous expliquer ce qu'était un vaccin trivalent et monovalent. Excusez-moi. Donc le vaccin monovalent est un vaccin qui va protéger contre une seule souche virale unique, à la différence d'un vaccin trivalent qui, lui, va protéger contre 3 souches virales. Mais le vaccin trivalent aura un pouvoir de protection moins important qu'un vaccin monovalent. Pour conclure, nous pouvons dire que le vaccin créé à partir de la nanoparticule ainsi que le vaccin trivalent sont tous deux non spécifiques de la souche H5. Cependant, le vaccin créé à partir de la nanoparticule offrant une meilleure protection contre la souche H5 semble être une option envisageable pour la création d'un vaccin universel contre la grippe. Cependant, le vaccin créé par l'équipe de M. Yassine n'apporte pas 100% de survie. Des mécanismes leur sont encore inconnus et le vaccin n'a pas encore été testé sur l'homme. Nous pouvons dire que les recherches ne sont donc pas terminées, mais nous pouvons dire que cette option dépasse la fiction pour s'approcher d'une réalité future. Nous tenons particulièrement à remercier Madame Boudet, Monsieur Pelta, Monsieur Fisson, Madame Micoli, Monsieur Bondon, Madame Le Prince, ainsi que les membres du jury et toutes les personnes qui nous ont aidés pour ce projet. Vous pouvez trouver des informations complémentaires et un quiz en scannant le flashcode situé sur le poster, et sur les flyers que vous pouvez récupérer qui sont sur le bureau en sortant. Merci à tous pour votre attention. Vous avez des questions ? Merci. Une question très rapide. Est-ce que la structure de la nanoparticule qu'ils ont obtenue, et en particulier de la partie trimérique finalement stabilisée par cet artifice d'association à la ferritine, est comparable à la structure du trimère naturel ?
Oui, Attends, je peux avoir le pointeur, s'il te plaît. La structure des tiges qu'ils ont accrochées ici est comparable, oui, à une structure naturelle. Ils l'ont vérifié. Il y a eu des études structurales justement ou pas ou c'était ça s'est Oui. fait comment? À chaque étape, à chaque étape, ils vérifiaient que leurs protéines étaient bien trimériques et ressemblaient à la tige naturelle pour ensuite valider et continuer. Et s'ils n'avaient pas un bon résultat de cette étude, ils continuaient leur modification jusqu'à obtenir une protéine semblable à une tige naturelle. D'accord. Et la structure du trimère, donc quand vous dites ils l'ont vérifié, est-ce qu'ils l'ont vérifié par des techniques un petit peu superficielles? C'est-à-dire on a un trimère, ou est-ce qu'ils l'ont vérifié par des techniques qui permettent d'affirmer vraiment au niveau le plus fin possible, à l'angstrom près, qu'en effet la structure est exactement la même que le trimère naturel? Est-ce qu'ils ont fait de la cristallographie par exemple? Non, je pense qu'ils se sont contentés de regarder si c'était trimérisé et qu'ils ont considéré que si ça se trimérisait, c'est que c'était semblable à la tige naturelle. D'accord. Donc là, il y a peut-être quelque chose à affiner pour expliquer justement les pourcentages de protection différents. Béné, je suis là. Est-ce que, je ne sais pas si vous l'avez, j'ai pas entendu peut-être. Vous savez, avec les différents vaccins, quel type de voie d'administration ils ont utilisé? Si c'était identique pour tous les voies, et quelle était cette voie d'administration? Vous me le direz après. Non, c'est bon. En fait, il y a eu des tests sur les furets et les souris. Donc chez les souris, ça a été intramusculaire et chez les furets, ça a été intranasal à 250 Intranasal, donc microgrammes. et pour par tous narine. les monovalents, les trivalents et les, Oui. les nanoparticules aussi en intranasal? Il me semble que oui. D'accord. Attends, il y a une question pour Oui, moi j'ai justement Pourquoi le furet? C'est quoi Parce que c'est un peu enfin, je ne vois pas souvent. Et puis sur combien d'animaux ils ont fait les expériences? Parce que c'était pas noté dans la Alors, figure pour savoir si c'est entre représentatif. 5 ou 6 furets par vaccin. Ils ont vacciné 5 ou 6 furets avec le vaccin. Et pourquoi le furet? Et pourquoi le furet? Le furet, c'est l'animal qui peut être infecté par les souches virales humaines. C'est pour ça qu'on a utilisé les furets et ils ont une réponse immunitaire qui est semblable à la nôtre du point de vue de la grippe. On reste sur cette diapositive, j'ai juste un tout petit problème, parce que est-ce que c'est le temps après vaccination ou le temps après infection virale que vous mesurez, qui est en abscisse? Parce que les animaux sont d'abord vaccinés, puis après sont... Parce que là, on croirait que c'est le vaccin qui les tue. Hein. D'accord? Oui, non, pardon. Oui, c'est après infection. Oui, donc je pensais que c'était une petite bêtise, mais oui, effectivement. Bon. Merci, monsieur Malon. D'autres questions?